qu'on se connaisse et que les gens vous connaissent quand on se présente au suffrage. Alors, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai tendance, je crois, à parler un peu vite. Donc, si jamais vous trouvez que je parle trop vite, surtout, vous levez la main et je saurai qu'il faut un peu ralentir le débit. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, j'irai piano. Alors, sinon, pourquoi ma candidature? Alors, la première des raisons, bien entendu, c'est parce que M. Marty a choisi de ne pas repartir. Je l'ai toujours soutenu et accompagné dans ses différentes campagnes. Ça aurait été encore le cas ce coup-ci, mais je comprends tout à fait son choix et le besoin à un moment donné d'avoir ce renouvellement. Je pense qu'en termes de valeurs, on incarne à peu près les mêmes valeurs et la même filiation. On est attaché à ces valeurs de la droite républicaine et c'est vraiment quelque chose qui, moi, guide mon action politique. Je suis de l'édit du territoire, mais je suis aussi très fidèle à ma famille politique. Jamais j'aurais pu être candidat pour une autre étiquette ou pour autre chose et j'envisage à aucun moment de quitter la droite républicaine. Et je crois que c'est important aussi de le dire, puisqu'actuellement il y a beaucoup de choses qui bougent, mais il faut que les gens à un moment donné puissent vous situer. Ben, moi, mon ancrage il est clair et il sera toujours le même, il sera toujours au sein de la droite républicaine. Pourquoi il faut qu'on fasse gagner la droite républicaine? Alors tout d'abord parce que je pense qu'on a un projet qui aujourd'hui est plus en cohérence avec les attentes des gens. Je pense qu'on a compris le message des derniers mois, il est bien passé. Et mes premières rencontres sur le terrain, que ce soit samedi ici à Mézières-les-Vicq ou aujourd'hui encore dans la commune de Lorquin, elles font remonter des priorités qui sont claires. C'est la lourdeur des charges et des taxes qui pénalisent l'emploi, c'est l'abandon de la ruralité, le besoin de sécurité et aussi le manque de débouchés pour les jeunes. Et il faut vraiment qu'on arrive à avoir une action forte dans ces domaines-là. Et en tout cas, nous, notre projet, il a l'avantage d'être clair sur tout ce qu'on souhaite mettre en place. Et les gens que je rencontre, et notamment les agriculteurs, voilà, je me disais, c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais en fait, les gens que je rencontre, c'est des gens passionnés, qui vraiment sont attachés à leur métier, à leur profession, et ils me disent, si on est dégoûté, c'est pas parce qu'on estime qu'on travaille trop, on aime ce qu'on fait, on le ferait pas autrement et on ferait pas moins, c'est juste qu'on aimerait pouvoir avoir la possibilité de réaliser notre potentiel et de réussir, et je pense qu'il y a un certain nombre à libérer, un certain nombre de choses à libérer de ce point de vue-là. Alors ensuite, je pense être un élu responsable, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une majorité aujourd'hui de la droite et du centre parce qu'on veut avoir une politique de gouvernement qui est fidèle à nos valeurs. Aujourd'hui, il y a un président qui a été élu, qui s'appelle Emmanuel Macron, et voilà, c'est un état de fait, et on l'a félicité, on lui a adressé nos félicitations républicaines. On n'a pas pour vocation à entraver cette action à tout prix, c'est-à-dire qu'il y a certains points de convergence à un moment donné entre nos programmes, peut-être voilà, sur ce qui est de la pérennisation du CICE, sur certaines choses, et on n'a absolument pas vocation à faire de l'obstruction. S'il y a des choses qui vont dans le sens de notre programme ou des choses communes, on sera tout à fait disposé à les voter parce qu'on veut que les choses avancent vite, parce que les 5 années de crise qu'on a connues, elles ont été très difficiles et il faut que la France s'en sorte. Par contre, on ne peut pas donner de chèque en blanc, à mon sens, à Emmanuel Macron, dans la mesure où il a quand même pris part au dernier quinquennat, et ça, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas mettre un mouchoir dessus, donc on ne peut pas lui signer de chèque en blanc, et pour tout ce qui consistera à répéter ou à poursuivre les erreurs qui ont pu être commises par François Hollande, c'est-à-dire notamment du point de vue de la fiscalité ou du point de vue de la réforme territoriale, on s'y opposera très vigoureusement. Et aujourd'hui, on a encore des points importants de différence avec le nouveau président de la République. Je citerai simplement 3 exemples. On est opposé à la hausse de la CSG d'1,7 point parce qu'elle pénalisera le pouvoir d'achat de beaucoup de gens et ça représente quand même plusieurs centaines d'euros par an. La suppression de la taxe d'habitation, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment elle sera financée, et donc forcément il y a un autre impôt qui devra venir la compenser. Donc ce n'est pas une réforme qui nous paraît pertinente. L'objectif de 12 élèves par classe en ZEP, c'est quelque chose qui est louable, certes, mais pour nous, on ne veut pas introduire une différence dans les territoires en souffrance entre par exemple une banlieue qui serait supérieure à la ruralité ou inversement. Si on est capable de faire 12 élèves par classe en ZEP, et encore une fois, il faudra dire comment on le finance, on ne doit plus fermer nos classes dans les zones rurales dès qu'on tombe à un niveau de 27-26 élèves. Ça, c'est pas possible. Et nous, je le dirai tout à l'heure dans le programme que je détaille, on est pour un moratoire sur la fermeture des services publics parce qu'on souhaite vraiment mettre l'accent sur le développement et le maintien des zones rurales. Et troisièmement, encore une fois dans le domaine de l'aménagement du territoire, Emmanuel Macron penche plutôt dans le sens d'un développement, d'un financement de logements, de la construction de logements dans les zones denses.
Là où nous, on pense qu'il faut plutôt équilibrer les territoires et mettre l'accent sur le développement des infrastructures dans le domaine de la ruralité. Et à partir de 2017, un euro investi dans les villes doit correspondre à 1 euro investi dans la campagne, parce que la campagne, ça représente quand même 80% de la superficie du territoire, et on n'a plus le droit de l'abandonner ou de la négliger. Voilà. Donc ma candidature, j'en parlerai tout de suite après, elle s'appuie sur un projet qui est un projet clair. Il a un peu évolué depuis la présidentielle, et en tout cas en matière d'emploi, en matière d'aménagement du territoire, en matière de sécurité, on a des prises de position qui sont très fortes, et en tout cas qui ont le mérite de la clarté. Et l'avantage que peut-être j'ai par rapport à d'autres candidats, c'est que je ne le porte pas juste en mon nom seul. Je ne vous dis pas, Fabien Di Filippo, moi je vais changer les choses avec une petite baguette magique. On a tout un parti derrière, toute une alliance avec le centre, la droite, les Républicains et l'UDI, et les propositions sur lesquelles moi je m'engage devant vous. Il y a tout un groupe de potentiellement 577 candidats qui les portent et qui est prêt à les faire passer à l'Assemblée nationale, et je pense que ça crédibilise quand même dans une certaine mesure la démarche. Alors pour être complet sur la présentation de ma candidature, je dois toucher un mot de mon suppléant qui est absent parce qu'il est retenu, il est maire, donc il a aussi beaucoup d'obligations. Il me rejoindra tout à l'heure sur la seconde réunion, il me demande de l'excuser auprès de vous. Je suis très heureux qu'on puisse former un tandem pour cette élection avec le maire de Vic-sur-Seille, Jérôme End, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme moi, il incarne un peu le renouvellement, il est dans la trentaine. La deuxième, c'est que c'est un juriste très compétent. La troisième, c'est que c'est un maire qui est très investi, à la fois dans la vie de sa commune, dans la vie du territoire et dans la vie associative aussi sur le Saulnois. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment en prise avec ces réalités-là. Et la quatrième raison pour laquelle j'ai été très content qu'il accepte de partir avec moi, c'est que c'est quelqu'un qui incarne cette ruralité qu'on veut défendre. Et les échanges que j'ai eus avec lui quand on s'est rencontrés au moment de la présidentielle ont montré vraiment des positions très pertinentes sur ces questions qui nous tiennent à cœur, voilà, par rapport à nos territoires et à nos campagnes. Donc voilà, je pense qu'on a un binôme assez complémentaire entre lui et moi, assez jeune, et en tout cas avec un ancrage dans la droite républicaine qui est très fort. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous auriez déjà des questions avant que j'attaque la partie programmatique sur mon parcours, sur le fait de savoir d'où je viens, sur ma présentation, sur notre binôme? Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, c'est le moment. Dans votre programme, vous aviez parlé d'augmenter la TVA de 2%. Oui. C'était deux. C'était 2 points sur le... Alors, au moment de la présidentielle. Alors, c'était la cohérence d'un projet au moment de la présidentielle. On a été battu sur ce projet. Je pense qu'il y a des attentes des classes moyennes, des travailleurs et sur le pouvoir d'achat qu'il fallait prendre en compte plus fortement. Donc aujourd'hui, et j'aurais commencé par là, donc ça fait une très bonne transition, la première des mesures de notre programme, c'est de dire qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts, ni sur la TVA, ni sur la CSG. On est très clair là-dessus. Alors voilà, notre retour à l'équilibre budgétaire, il sera un peu plus étalé. Il sera sur 7 ans au lieu de se faire sur 5 ans. Mais malgré tout, dans la durée, on reste le seul programme qui apporte des vraies réponses au niveau des finances publiques. Donc ça ne remet pas en cause toutes les mesures d'économie dont on avait parlé. Mais sur la TVA, en tout cas, on ne touchera pas ni le taux normal, ni les taux inférieurs, qui n'étaient de toute façon pas prévus. Voilà. J'enchaîne sur la partie programmatique. Alors effectivement, on a, je vais dire, 4 grosses priorités. Là, je vais détailler plus ou moins rapidement 8 chapitres en tout, mais on a 4 grosses priorités qui sont le développement du territoire, la consolidation du pouvoir d'achat, la lutte contre le chômage, et ça c'est vraiment la mère de toutes les batailles parce qu'on ne pourra pas avoir de redressement du pays si on continue d'avoir un taux de chômage qui est si important en France, avec 1 jeune sur 4 qui est touché quand même. Et la quatrième, c'est la sécurité, et on parlera aussi de l'éducation et de l'environnement après tout ça. Donc en ce qui concerne les territoires ruraux, et on le sent bien quand on échange avec les gens, aujourd'hui il y a une vraie fracture territoriale, et on l'a constaté, ça s'est ressorti très nettement au niveau de la campagne présidentielle. On a des métropoles qui se portent plutôt bien, qui continuent de se développer assez fortement, mais à un moment donné ça posera un problème en termes de saturation, en termes d'environnement. Donc on ne peut absolument pas
délaisser nos campagnes, parce qu'on a quand même des cadres dans notre pays, des cadres de vie qui sont vraiment très beaux. On a une qualité de vie qui est très belle et on a un potentiel agricole, mais aussi autre, qui est très important. Et donc c'est important qu'on investisse à nouveau fortement dans nos campagnes. Donc la première des mesures qu'on propose, nous, c'est une loi de programmation pour la ruralité et les territoires. Et j'en ai parlé tout à l'heure, 1 euro investi en ville maintenant, ça équivaudra obligatoirement à 1 euro investi dans les campagnes. Parce que le point nodal du développement des territoires, ça reste les infrastructures. Donc il faut absolument qu'on soit capable de développer nos voies de communication, de lutter contre la désertification médicale, surtout si ça peut se faire via des maisons de santé, qui sont des solutions un peu intermédiaires, et aussi les moyens de communication qui sont très importants aujourd'hui pour les gens et aussi pour attirer de l'emploi. Et là, on parle de la fibre optique, dont on souhaite accélérer le développement sur tout le territoire, et notamment dans nos campagnes. Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, nous imposerons un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural. Donc, il est important qu'on garde tous ces services sur nos territoires pour pas que les campagnes se meurent. Donc, on les maintiendra tous. Et il y aura aussi des mesures qui concerneront la compétitivité de l'agriculture, parce que quand on parle des entreprises qui ont souffert du matraquage fiscal et de l'excès de normes, je pense que l'agriculture est au premier rang de celle-ci. C'est important pour la France d'avoir un domaine, un secteur agricole qui soit très compétent, qui soit très compétitif pour exporter et pour être fort d'un point de vue agroalimentaire. Donc, ça passera par la diminution des charges et des normes et l'arrêt de toute surtransposition de textes européens sur les normes françaises, parce qu'on a tendance à beaucoup surajouter de normes à ce qui se fait au niveau européen en France, et ça met nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale par rapport aux concurrents étrangers. Donc la deuxième des priorités, c'est le pouvoir d'achat. On est dans une situation en France aujourd'hui où le travail ne paye plus assez. En tout cas, je parle avec beaucoup de chefs d'entreprise et de gens, et on se rend compte que pour payer un salaire, il faut en sortir deux. Je pense qu'on est le pays, en tout cas parmi les pays développés, où le poids des charges est le plus important. Et on se rend compte qu'en moyenne, un Français il travaille jusqu'au 20 juillet pour l'État, et ensuite il commence à travailler pour lui-même en moyenne. Donc aujourd'hui, on a une démotivation des travailleurs et un certain découragement dans la mesure où il ne reste plus assez une fois qu'on a tout payé, et on souhaite lutter contre ça. On a dénoncé le matraquage fiscal sous François Hollande pendant 5 ans. Si on arrive au pouvoir, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de ce point de vue-là. Donc je l'ai dit tout à l'heure, pas d'augmentation d'impôts, ni TVA, ni CSG. Nous baisserons l'impôt sur le revenu de 10%. On remettra en place les heures supplémentaires au-delà de 35 heures pour l'instant défiscalisées. Alors M. Macron souhaite lui enlever une partie des charges sur ces heures supplémentaires. Nous on souhaite qu'elles soient déchargées et défiscalisées pour que ça soit du pouvoir d'achat net pour les gens qui pourront les réaliser. Dans le domaine de la politique familiale, on souhaite aussi rétablir l'universalité des allocations familiales et remonter le quotient familial à ce qu'il était en 2012. Et dans le domaine des retraites, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation assez inacceptable où beaucoup de nos aînés se retrouvent à la limite du seuil de pauvreté une fois qu'ils se retrouvent à la retraite. Il faut faire un geste très rapide pour les petites retraites, donc il y aura un geste à hauteur de 300 € par an pour les petites retraites et une augmentation des pensions de réversion de l'ordre de 10%. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la mère des batailles, ce sera celle pour l'emploi. Il faut absolument, la solution, c'est pas d'avoir moins de travail et de le partager, de continuer de le partager, c'est vraiment d'avoir plus de travail, parce que c'est ce travail qui crée la richesse, qui crée la consommation et les investissements, et qui à son tour crée du travail. Donc on veut redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher en baissant le coût du travail afin de lutter contre le chômage. Je vous ai dit tout à l'heure, ça concerne 10% des gens et un quart des jeunes. C'est une situation inacceptable, puisque tout à l'heure je vous disais, on est le pays où les prélèvements sont les plus élevés, mais on est aussi le pays du chômage de masse. Donc on baissera les charges qui pèsent sur le travail, on remettra l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui il est à 33%, un peu plus, on le remettra autour de 25% parce que c'est la norme pour les entreprises de nos voisins européens. Le CICE sera transformé en baisse de charges pérenne. Pour ce qui est des 35 heures, on laissera le temps aux entreprises pendant 18 mois de négocier entreprise par entreprise, branche par branche, sur la manière dont elles souhaitent les faire évoluer. Et enfin, deux mesures très importantes pour les entreprises, on abrogera le compte pénibilité parce que c'est vraiment très très difficile à suivre pour les entreprises. Et les seuils sociaux seront doublés parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entreprises bloquent leur croissance à 9 employés ou à 49 employés parce que quand vous passez à 10 ou à 50, vous avez des effets de seuil qui sont vraiment ingérables pour les patrons notamment pour les patrons de nos petites entreprises.
On a parlé du travail, il faut aussi qu'on évoque l'équité sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, une partie du ras-le-bol, et qui explique aussi le vote qui s'est déplacé beaucoup, surtout sur nos terres vers les extrêmes, est due au fait que les Français n'acceptent plus le sentiment d'inéquité qui s'est installé entre les citoyens. Pour remédier à cette situation, on mettra en place le traitement égal des situations égales. Ça veut dire que progressivement, on va revenir sur tout ce qui est régimes spéciaux de retraite, donc supprimer les régimes spéciaux de retraite et faire converger les régimes publics et privés. C'est une mesure d'équité importante. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité dans l'opinion pour aborder ces questions, parce que on ne peut plus considérer que le jeu en vaut la chandelle, et les salariés du privé sont à peu près enfin les salariés du public sont à peu près dans celle du privé, et ça serait normal de faire converger ces régimes-là. Pour ce qui concerne les allocations sociales, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on a 47 aides sociales différentes qui existent sous conditions de ressources, donc c'est une vraie jungle, très difficile à contrôler, et même pour les particuliers c'est très dur. Nous on souhaite, en tout cas hors handicap et retraite, créer ce qu'on appelle une allocation sociale unique. Donc regrouper tous les dispositifs dans une seule allocation, ça permettra deux choses: de s'assurer que les revenus des allocations ne soient jamais supérieurs à ceux du travail, parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont dans une situation où elles disent qu'elles ne peuvent pas accepter de reprendre un travail puisqu'elles perdraient du revenu. Et je crois que quand on en arrive là, on peut quand même se poser certaines questions, et ça permettra de faciliter le contrôle de la fraude. Et enfin, toujours dans un souci d'équité entre le public et le privé, on remettra en place les 2 jours de carence dans la fonction publique que François Hollande avait supprimé après certaines négociations avec les syndicats. Voilà, c'était efficace. Ah oui, non, quand il y avait un jour, ils l'ont pas les jours, il y avait beaucoup moins d'arrêt de travail. Oui. Pour un jour. Oui, ça avait donné des résultats. Si on parle du financement de notre modèle social, il y a des efforts à réaliser si on veut le pérenniser, parce qu'aujourd'hui on a des comptes sociaux qui sont quand même la plupart du temps dans le rouge. On a menti aux gens sur la retraite. Si aujourd'hui il y a beaucoup de petites pensions, c'est parce qu'on a raconté des histoires aux gens sur la retraite. La retraite, elle est financée par les actifs qui payent pour les retraités, et ça a toujours marché comme ça. Or, l'espérance de vie s'allonge, c'est une très bonne chose, mais ça veut dire qu'on paye de plus en plus de retraites, avec proportionnellement en tout cas de moins en moins d'actifs. Donc si on continue comme ça, la seule variable d'ajustement, c'est de baisser le niveau des pensions. Moi, il y a une étude qui a été sortie en 2013 qui disait que pour les gens de ma génération, quand ils seraient à la retraite, ils toucheraient à peu près 43% du revenu des 25 meilleures années. Donc soit on finit tous avec entre 400 et 600 euros de retraite, soit à un moment donné, on accepte de travailler un peu plus longtemps pour avoir une retraite décente, ce qui n'est pas pénalisant puisqu'on vit aussi plus longtemps. Donc on souhaite un allègement progressif jusqu'à 65 ans de l'âge de départ en retraite, avec 2 limites, bien sûr, pour les carrières longues, parce qu'il y a des gens qui ont encore commencé à travailler à 14, à 16, à 18 ans, donc il faut le prendre en compte, et la pénibilité, mais pas la pénibilité telle qu'elle est prise en compte actuellement. Moi, mon grand-père était chauffeur de locomotive, donc il prenait encore le charbon. Voilà. Bon, il est mort, il a eu un cancer des poumons, je ne l'ai jamais connu. Aujourd'hui, les conducteurs de train ne travaillent plus dans les mêmes conditions, donc il y a un travail à faire au niveau de la pénibilité qui est important. Dans le domaine de la santé, on souhaite faire 2 choses aussi, c'est supprimer le tiers payant généralisé, et en la matière, il est important qu'on puisse anticiper les problèmes. Donc tous les 2 ans, on mettra en place une consultation, mais de prévention pour anticiper les problèmes avant qu'ils se déclarent et qu'ils coûtent vraiment très cher, et qui sera financé par la sécurité sociale. Voilà pour ce qui concerne les comptes sociaux. En matière de sécurité, on a un chapitre très important dans notre projet parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Et alors bien sûr, il y a la partie qui concerne le terrorisme, dans lequel la France a été durement touchée, sur lequel on doit faire front commun ensemble. Et il y a aussi la partie de la criminalité, où là, pour le coup, on a une lente dérive vers le laxisme. Et bon, Christiane Taubira a sa part de responsabilité en la matière, puisque la gauche se donnait beaucoup comme objectif de vider les prisons. Donc les peines n'étaient plus forcément exécutées, les délais de jugement sont très longs, donc il faut absolument qu'on puisse prendre des mesures pour y remédier, pour montrer aux délinquants que la ligne rouge, elle va cesser de reculer. Donc on souhaite réinstaurer les peines planchers automatiques pour sanctionner sévèrement les récidivistes, ça c'est très important. On souhaite construire 16 000 nouvelles places de prison pour que les peines puissent être exécutées, et exécutées dans de bonnes conditions.
Pour ce qui concerne les effectifs des forces de l'ordre, on souhaite moins de structures administratives et plus d'agents sur le terrain. Ça nous permettra de gagner 10 000 postes supplémentaires. Et on souhaite aussi, alors ça c'est important de le comprendre, abaisser la majorité pénale à 16 ans, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux qui utilisent des jeunes mineurs pour les mettre en première ligne, tout en sachant qu'ils ne seront pas inquiétés. Mais aujourd'hui, je pense qu'un jeune de 16 ans est parfaitement conscient de ses actes, et ça sera aussi une manière d'endiguer ce phénomène. En ce qui concerne le terrorisme, on souhaite une surveillance beaucoup plus drastique des personnes fichées S, mais alors il y a des personnes fichées S et fichées S. Il y a des personnes fichées S dont on sait qu'elles sont dangereuses et qu'elles sont susceptibles, parce qu'elles sont en lien avec des réseaux ou des mouvances, de passer à l'acte rapidement. Il faut une surveillance physique et électronique beaucoup plus importante de ces personnes-là. On mettra en place une expulsion automatique des étrangers qui ont des liens avec les mouvances terroristes. Et enfin, parce qu'il faut se protéger des menaces extérieures, on souhaite que l'effort de la défense soit porté sur la durée du quinquennat, au final, à 2% du PIB, pour qu'on puisse revoir les effectifs et les équipements de nos armées. En la matière, la troisième question à traiter, c'est celle de l'immigration. Alors, il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'en matière d'immigration, on n'est plus du tout dans la situation des années 50 ou 60, où les gens venaient pour travailler, aspirés par ce besoin de main-d'œuvre et le travail. Ils trouvaient immédiatement, que ce soit même sur une usine ou dans un chantier, du travail. Ils côtoyaient des Français, apprenaient très rapidement le français, pouvaient s'intégrer très rapidement grâce au travail. Aujourd'hui, avec une situation à 10% de chômage, les personnes qui viennent, elles ont peu de chance, notamment quand elles sont peu qualifiées, de trouver du travail. Ce qui veut dire qu'elles postulent avant tout aux allocations, quand elles n'ont pas la possibilité de parler français, de trouver un travail rapidement. Et ça les enferme dans cette situation et elles ont des difficultés d'intégration qui sont beaucoup plus importantes. Donc nous, pour remédier à cette situation, on souhaite que chaque année, on va mettre en place des quotas d'immigration qui seront revus chaque année par le Parlement et qui seront fixés à la hauteur du nombre de personnes que la France est capable d'accueillir dans de bonnes conditions par rapport à sa situation et par rapport à la situation de l'emploi notamment. Ensuite, l'autre chose en matière d'immigration, c'est que notre modèle social, on le mesure de plus en plus, sa générosité, elle n'est pas sans limite. Il faudra qu'on soit capable de conditionner l'accès aux allocations familiales et logements à au moins 2 ans de présence régulière sur le territoire, avec 2 ans aussi de cotisation. Et dans la même logique, on souhaite mettre fin dans sa forme actuelle à l'aide médicale d'État, qui a été aussi une pompe à immigration très puissante et qui met dans une situation d'inéquité les Français et les personnes qui immigrent même de manière irrégulière. Une autre chose importante, c'est de redonner à l'État de sa souveraineté et de sa force pour qu'il puisse avoir une voix qui porte en Europe et qu'on puisse enlever cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête sur la fragilité de nos finances normalement aujourd'hui et qui nous rend très peu crédibles au niveau de l'Europe. Alors la première des choses avant tout, c'est, je pense, pour éviter le dumping social continu, c'est de renégocier la directive sur les travailleurs détachés. Parce que là, pour le coup, alors je ne sais pas si vous connaissez ce principe, les personnes peuvent être employées au salaire minimum d'ici, mais avec les charges sociales de leur pays d'origine. Donc entre les travailleurs étrangers et français, ça crée vraiment de grosses différences. Je pense que ça a été une erreur. En tout cas, nous, on souhaite revenir sur cette directive-là et la renégocier pour qu'il y ait une équité entre les travailleurs des différents pays d'Europe. Et l'autre gros axe pour redonner à l'État de sa crédibilité et de sa souveraineté, c'est de baisser de 100 milliards la dépense publique, on l'avait détaillé au moment de l'élection présidentielle, tout simplement pour qu'on revienne au niveau de dépenses de 50% du PIB. Aujourd'hui, on est à 57% du PIB. Si les choses continuent comme ça, bientôt, le poids de la dépense publique sur la richesse nationale, ça représentera 2/3 chaque année, et c'est quelque chose qui pénalise vraiment l'économie et l'emploi. Et la principale des mesures d'économie, alors pendant la présidentielle, on avait dit suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, c'était sur 5 ans. Aujourd'hui, on a souhaité l'étaler sur 7 ans pour que ça se fasse plus en douceur. Donc on supprimera 300 000 postes de fonctionnaires sur la durée du quinquennat et 500 000, mais sur 7 ans. Tout ça sans réduire le personnel soignant hospitalier et les effectifs des personnels de sécurité, parce que les gens qui sont sur le terrain, qui ont ces missions de service public au contact du citoyen, on souhaite sanctuariser ces effectifs-là. Dans le domaine de l'éducation, pour qu'on puisse passer quand même assez rapidement aux questions, je mentionnerai simplement une mesure. C'est le fait de mettre en place une exonération totale de charges sociales pour l'embauche d'un jeune en alternance. Aujourd'hui en France, on a quand même une culture assez erratique
qui consiste à envoyer les jeunes en difficulté dans les filières professionnelles. Ce n'est pas du tout le cas en Allemagne, où c'est des filières d'excellence qui produisent des professionnels qui s'insèrent très facilement sur le marché de l'emploi. Il faut qu'on arrive à faire la même chose en France et à revaloriser cette filière professionnelle qui a des vrais débouchés, avec des métiers très bien payés et des professionnels de qualité. Donc on souhaite vraiment développer l'alternance et surtout les filières professionnelles. Et je mentionnerai juste une autre mesure pour favoriser la réussite scolaire. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de décaler le début de l'école primaire à 5 ans au lieu de 6 et de le centrer sur les savoirs fondamentaux parce que plus tôt on les acquiert, plus facile on a l'apprentissage par la suite, et notamment pour les jeunes qui viennent des milieux les moins favorisés et qui parfois ont des parents qui ne parlent pas français à la maison, ça peut expliquer l'échec scolaire par la suite. Donc si on commence plus tôt, on réduira ce risque d'échec scolaire. Et enfin, on a aussi une partie sur l'environnement dans notre programme, avec 4 mesures très fortes, et j'en mentionne simplement 2 ici. C'est porter à 20% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici à 2025, donc dans 8 ans. Il faut que progressivement on arrive sur le solaire, sur l'éolien, sur l'hydraulique, à augmenter la part de ces énergies dans la production nationale. Et nous lancerons un programme national de rénovation des bâtiments anciens les plus énergivores, parce que des bâtiments bien isolés, ça consomme quand même beaucoup moins d'énergie, et c'est un souhait de notre part pour l'avenir. Voilà, donc détailler très rapidement les 8 gros chantiers qu'on a devant nous pour le quinquennat, avec encore une fois vraiment un accent mis sur le travail qui doit être revalorisé, sur le pouvoir d'achat qui doit être rendu aux Français et sur le développement des territoires, parce que, et surtout ici dans le sud Mosellan, c'est vraiment une clé de l'avenir pour nous. Et si vous avez des questions, eh ben, je suis totalement à votre écoute.